Bienvenue dans ce petit webinaire sur les aides publiques d'État. Nous accueillons Madame Chikawi et Monsieur Bourlier de Aread, qui vont nous donner en quelques mots une vue synthétique des aides publiques. Merci Monsieur Armand. Les aides publiques, c'est un vaste sujet, notamment en ce qui concerne la recherche et l'innovation pour les entreprises. Il faut avoir en tête qu'on peut les segmenter, les séparer en deux grandes familles. Les aides publiques que vous allez solliciter en amont du démarrage d'un projet. On va parler plutôt de subventions, d'avances remboursables, de prêts à taux zéro, voire de prêts bonifiés. Donc là, c'est des dossiers qui sont à construire et à déposer avant d'engager la moindre dépense. Il y a une notion d'incitativité de l'aide par rapport à l'éligibilité des entreprises à ces dispositifs. Et à contrario, on va parler également de fiscalité de la recherche. Donc ça, c'est plutôt des choses où on va parler de crédit d'impôt. Le crédit d'impôt se base quant à lui sur des dépenses qui ont déjà été constatées par les entreprises. Si j'en reviens à la première famille, c'est un peu compliqué de vous dresser un panorama de tout ce qui existe, puisqu'il y a plusieurs milliers d'aides, accessibles aux entreprises, dans notre pays. Il y a des aides, en fait, à tous les échelons, territoriaux, si vous voulez. Il peut y avoir, des aides au niveau des intercommunalités. Alors ça, c'est rare parce que c'est pas leur domaine de compétence. Le vrai domaine, enfin, en tout cas, le vrai territoire qui est le domaine de compétence du soutien à l'innovation, ce sont les régions. Après, bien évidemment, l'État et derrière, l'échelle au-dessus, ce sera plutôt tout ce qui va traiter, des aides européennes. Donc à chaque étage, si vous voulez, on peut trouver des aides qui sont diverses et variées. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, plus on monte haut dans la hiérarchie territoriale, en tout cas, dans la taille territoriale, plus les aides sont importantes. Mhm. Il va de soi qu'une collectivité locale aura du mal à mobiliser, plusieurs, dizaines de millions d'euros sur un projet, là où l'État, si c'est une priorité, étatique, peut éventuellement, mobiliser, plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plus, sur certains projets. Donc le premier interlocuteur, auquel il faut penser quand on a un projet d'innovation, un projet de recherche, c'est finalement, la région. Que ce soit la région Bourgogne-Franche-Comté, alors, Bourgogne, région Grand Est pour les gens qui sont un peu plus au nord, de chez vous. On n'y trouve pas toujours son bonheur et potentiellement, des fois, il faut aussi se poser la question de: «Est-ce que notre projet est très thématisé?» Si le projet est très thématisé, on parle d'énergie, un des premiers opérateurs d'État qui va accompagner les entreprises, dans le domaine de l'énergie, de la transition environnementale au sens large, c'est l'ADEME. Mhm. Donc l'ADEME dispose également de nombreuses aides publiques, pour aider les entreprises, sur de l'innovation, sur de l'investissement, sur des couples, investissement-innovation, mais toujours avec une logique, de transition, environnementale derrière. Mhm. On peut aussi se poser la question de dire, voilà, je suis une entreprise industrielle, un grand opérateur qui fonctionne très bien pour ce type d'entreprise, c'est, BPI France. En ayant en tête cette fois-ci, c'est que BPI France, bah, finalement, vous allez les retrouver quand vous allez parler avec votre opérateur régional. Pourquoi? Parce que c'est souvent BPI qui est, l'opérateur de gestion financière de l'argent de la région. Donc la contractualisation, souvent, se fait, dans un cadre tripartite entre l'entreprise, BPI au niveau régional et la région. Les Qu'est-ce que ça signifie pour l'entreprise que ça soit tripartite finalement, son interlocuteur, c'est qui en premier? Alors, en fait, tout dépend d'où viennent les fonds. Si c'est des fonds régionaux, le premier interlocuteur, ça va être, un des représentants de la région. Néanmoins, il n'est pas impossible que l'instruction financière, nécessaire à la validation de l'obtention du financement soit réalisée par BPI et que dans ce cadre-là, la région demande à BPI finalement, de gérer les fonds, qui sont les siens, dans le cadre d'un dispositif, particulier. Ça, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement, hem, parce que,
dire que BPI est quand même, bien placé, pour, gérer tout ce qui va être instruction financière des dossiers. Mmh. Hem, au niveau de l'État, après, voilà, donc c'est un peu moins, c'est un peu moins des choses qui sont chez vous, mais Heu, d'une façon générale, il y a des grands opérateurs publics, thématiques, je parlais de l'ADEME, on peut parler de FranceAgriMer sur tout ce qui va être agricole et puis marin, donc avec parfois des liens vers d'autres domaines. Parce que quand on va parler de FranceAgriMer, on va parler de mer, donc potentiellement l'utilisation, de l'énergie marine, pour l'une ou l'autre chose. Il peut y avoir des choses, en lien avec, avec ces opérateurs-là. Mais d'une façon générale, les opérateurs privilégiés, quand on est dans le domaine de l'énergie, c'est bien évidemment sa région, l'ADEME et éventuellement BPI France. Les D'accord. principaux, ça va être les principales portes d'entrée, en tout cas, sur des sujets traitant de l'énergie. Après, il y a le niveau supérieur, c'est tout ce qui va être, projet européen. Alors les projets européens, là encore, c'est quelque chose qui peut être assez complexe. Vous avez des fonds européens qui sont versés aux régions et qui pilotent ces fonds européens, notamment les fonds FEDER. Donc une région, quand elle veut vous financer, ne vous financera potentiellement pas avec de l'argent de la région, mais avec des fonds FEDER qui ont été octroyés à la région Par qui? par la Commission européenne. D'accord. En fait, toutes les régions, disposent, de fonds européens de développement, économique, donc des fonds FEDER. Il y en a certains qui sont un peu spécifiques, c'est le FEADER, donc là, c'est, des fonds, mais spécifiques pour tout ce qui relève du domaine agricole. Il y a du FSE aussi, c'est pour, tout ce qui est, social, et bah, je perds mes mots, je reviendrai dessus. Mais en tout cas, de tout ce qui relève plutôt de la R&D et de l'innovation, ça sera des fonds FEDER qui peuvent être mobilisés en région. Mmh. Quand on parle de projets européens, on peut éventuellement, essayer de viser ce que j'appellerais le saint graal du financement européen, à savoir les fonds, Horizon Europe. Les fonds Horizon Europe, c'est des fonds, qui permettent finalement, de réaliser des projets, d'ampleur internationale. Pour candidater à ces fonds, il faut être minimum 3 entités de 3 pays européens, différents. Donc, ça, c'est un minimum. Mmh. Le standard, c'est plutôt, 7-8 partenaires, donc 4-5 pays différents. Donc là, on est dans de la collaboration internationale. Comme vous le dites, ce sont bien des projets collaboratifs avec une dimension européenne, donc avec des retombées à l'échelle européenne. Donc là encore, il y a quand même un intérêt assez important, de jouer, on va dire sur, une dissémination des résultats à l'échelle du territoire en n'essayant pas juste de faire un projet entre, des Allemands du Baden-Württemberg, des Français et des Belges. Mmh. Heu, la Commission européenne aime beaucoup, qu'on puisse disséminer les résultats sur l'ensemble du territoire et potentiellement, des fois, si on va parler d'efficacité énergétique de système, les enjeux sont pas les mêmes selon qu'on soit, en Suède, au Portugal, d'un point de vue environnemental. D'accord. Donc ça, c'est des choses, à avoir en tête. Ce sont des dispositifs qui sont, très rémunérateurs d'un point de vue, des aides qui sont octroyées, parce que c'est de la subvention. Il y a 2 types d'actions. Il y a des actions de type recherche et innovation qui sont financées à 100 et il y a des actions de type innovation qui, elles, sont financées à, 70. D'accord. Ce sont des taux que vous ne retrouverez pas sur des dispositifs nationaux. Parce OK. que ce sont des projets qui sont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidés. Le corollaire par rapport à ça, c'est qu'il faut s'inscrire dans la demande, qui est faite par la Commission européenne. Donc ce sont des projets qui sont thématiques. En gros, la Commission européenne établit un cahier des charges de ce qu'elle souhaite voir dans un projet. Potentiellement, une entreprise qui aurait un projet, à elle,
devrait éventuellement faire un peu bouger les lignes de son projet pour répondre aux exigences de la Commission européenne. OK. Là où sur la plupart des projets, que je qualifierais de nationaux, il peut y avoir une thématique assez générale, avec, voilà, scope, un périmètre qui est visé, mais à l'intérieur de ce scope et de ce périmètre, vous êtes relativement libre de faire ce que vous voulez. Il n'y a pas un cadre aussi strict que ce qu'on peut voir, au niveau européen. Voilà. Mmh. OK. Donc ça englobe des centaines d'appels à projets potentiels, parce que, voilà, je reprends l'exemple de BPI. BPI, va gérer des appels à projets, sur, l'amélioration des véhicules thermiques, sur différents sujets, donc énormément de thématiques, chacun avec ses spécificités, potentiellement avec une logique heu, de nombre de partenaires minimal, de budget minimal, d'implication ou non, de laboratoires publics, de PME, et cetera, et cetera. Donc à chaque fois, ce qui est très important quand on identifie une aide, c'est de ne pas s'arrêter à, on va dire, au titre, heu, potentiellement assez aguicheur, qui a été, proposé par les financeurs publics, mais de bien s'atteler à aller lire, le contenu du dispositif, et d'essayer d'assez rapidement vérifier son éligibilité. Parce qu'à un moment, si on lit que c'est une aide qui est réservée aux PME, qu'on est une ETI, et C'est fini. Mmh. on est par définition non éligible. Oui, d'accord. Hors du scope. Donc en fait, voilà, sur tout ce qui est, aide sous forme de subventions, donc de choses que vous pouvez demander avant les projets, donc bien identifier, les différents appels à projets auxquels vous pouvez être éligible. Se poser la question aussi, d'une notion de calendrier. Certains appels à projets sont des concours avec des dates de relevé. Donc si on n'est pas prêt pour répondre, soit il faut tout mettre en œuvre pour répondre dans les temps. Passer le délai, le dossier n'est plus recevable. Soit il peut y avoir plusieurs relevés, ça peut valoir le coup de dire, «Je ne me force pas à rendre une copie Mmh. partielle ou relativement incomplète pour répondre à la date de dépôt qui est souhaitée», mais c'est bien de se renseigner, de se dire: «Est-ce que ça va être réouvert? Est-ce qu'il y a d'autres dates de dépôt?» Et également de se poser la question de dire, «Est-ce qu'entre les dates de dépôt, le périmètre de ce qui est éligible change?» Oui. OK. Là où, des aides, voilà, souvent au niveau de la région, c'est des aides assez génériques, l'aide, à l'innovation pour les PME par exemple, voilà, c'est des choses qui sont, ouvertes au fil de l'eau. On a Quand je dis on a le temps, on n'a jamais le temps. Il faut toujours être le premier à développer une innovation, mais, en tout cas, il y aura pas d'exigence de dire, le rendu c'est, le 19 mars à 13h, par exemple. Ah voilà. Bonjour madame Mougin. Bonjour. Allô? Bonjour madame Mougin, vous êtes, connectée, je vois. J'en profite. Bon, petit problème de micro. Continuons, continuons. Hem, du coup, je vais faire une transition sur ce que j'appellerais la fiscalité de la recherche. Donc cette fois-ci, la question, n'est pas de se poser de ce que l'on va faire dans le futur, mais de ce qu'on a fait dans le passé. Heu, Ce sont des dispositifs qui fonctionnent par année civile. Donc tous les ans, l'entreprise est, invitée à, dresser un inventaire des travaux qu'elle a réalisés, des coûts associés, et sur la base de ces éléments à, déterminer, le coût de sa R&D. Donc, évidemment, toutes les dépenses ne sont pas éligibles comme à chaque fois, c'était également le cas avec les subventions. Prenons un exemple, c'est que les consommables typiquement ne sont pas éligibles, dans ce qui relève du crédit d'impôt. Mais en tout cas, de calculer une assiette de dépenses, constatée cette fois-ci par rapport au projet, et sur cette base-là, obtient un crédit d'impôt, donc que ce soit du crédit impôt recherche, que ce soit du crédit impôt innovation,
On peut revenir après, sur la différence entre ces 2 dispositifs. Hem et la demande associée doit, quant à elle, être déposée, en même temps que l'alias fiscal de l'entreprise. Donc, pour les entreprises qui clôturent au 31/12, comme c'est le cas pour la majorité des entreprises, Mmh. ça doit être déposé avant la mi-mai. Là, OK. Voilà, évidemment, voilà, nous sommes au mois de mars. Si jamais il y a des gens qui se posent des questions, qui sont pas prêts, ce n'est pas grave. Quand on parle, de fiscalité, il faut pas oublier, c'est que, tant que le délai de prescription fiscale, n'est pas passé, on peut toujours faire des déclarations rectificatives. Mmh. Voilà, on a le droit à l'erreur. Ou à l'oubli en tout cas, par rapport à ça. Donc différence entre crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Crédit impôt recherche, comme son nom ne l'indique pas nécessairement, cherche à aider des activités dites de recherche et développement. Ce n'est pas que de la recherche, c'est également du développement. Donc on va parler de recherche fondamentale, on va parler de recherche appliquée, mais également de développement expérimental. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on parle de ces éléments-là, enfin de ces sujets-là, on ne se pose pas la question du produit qu'on développe, mais plutôt des connaissances nouvelles, que l'on est amené à développer pour réussir à lever des verrous scientifiques et techniques. OK. Le but, enfin en tout cas finalement, la logique du dispositif veut, qu'on dresse un état de l'art scientifique et technique, du sujet qu'on traite, qu'on le compare aux objectifs, qu'on peut avoir en termes de développement. Donc c'est souvent en lien avec un produit tout de même, mais le but n'est pas de développer le produit en tant que tel. Mmh. C'est de se dire: «Pour atteindre mes objectifs, l'état de l'art, n'est pas suffisant, reste lacunaire». Je vais prendre un exemple, voilà, il y a des choses qui ont été démontrées, mais c'est à l'échelle du laboratoire. Ce qui marche dans un laboratoire souvent, ne marche pas nécessairement de la même façon dans la vie de tous les jours, parce que les conditions sont idéales, parce que les volumes sont plus faibles et cetera et cetera. Donc, il subsiste un verrou scientifique et technique à lever. Ça peut être cette notion, du scale-up, du labo, à la vie de tous les jours avec, avec finalement des problématiques, que l'on a rencontrées, lors, lors de ce changement d'échelle et par rapport à ça, on va dire, bah, voilà, on identifie des verrous scientifiques, d'accord? Qui dit verrou scientifique dit, pour lever ces verrous scientifiques, la mise en place d'une démarche expérimentale Mmh. reposant sur des hypothèses, sur des développements, sur des phases de validation, de test ou d'invalidation, avec une logique itérative, visant à dire que, bah, l'hypothèse numéro 1 potentiellement apporter, un bénéfice sur, un paramètre, mais pas sur un second, que l'hypothèse numéro 2 n'a pas apporté, d'avancée significative, que l'hypothèse numéro 3 quant à elle, a permis, d'atteindre, les objectifs qu'on s'était fixés à 80 et que finalement c'est, l'hypothèse numéro 4, qui s'est avérée être la bonne. Mmh. À la fin, le résultat d'un programme de recherche, j'insiste là-dessus, correspond à des connaissances nouvelles, à des verrous scientifiques qui ont pu être levés. Voilà. D'accord. Bien évidemment, souvent, C'est contrôlé, enfin, c'est contrôlé ou pas? ça peut. D'accord. Je reviendrai sur la logique de contrôle juste après. Je vais juste vous parler de crédit impôt innovation cette fois-ci. Crédit impôt innovation, quant à lui, il est réservé aux PME, au sens communautaire du terme. Une ETI, un groupe ne peut pas bénéficier de crédit impôt innovation. Ça, c'est déjà quelque chose de fondamental. Cette fois-ci, l'innovation, on va parler de produits. On va pas parler de verrou scientifique, on va pas parler de verrou technique, on va vraiment parler de produits. Le résultat de l'innovation, c'est la mise sur le marché d'un produit, qui se veut plus performant que ses concurrents, du point de vue, des performances techniques, qui intègre plus de fonctionnalités, qui est, pour sa part, éco-conçu ou,
en tout cas, qui d'un point de vue ergonomie est nettement amélioré par rapport à l'existant. Quand j'ai dit ça, il faut pouvoir mesurer les choses. Heu, voilà, je développe, un nouveau vélo, plus léger que C'est un la bon con exemple. voilà, je développe un nouveau vélo plus léger que la concurrente. Bah, c'est simple, le vélo en fibre de carbone, le meilleur aujourd'hui, je sais pas, combien il va peser, mais ça doit être quoi? 5-6 kg. Là, je fais un vélo, il est encore plus léger, je vais utiliser d'autres matériaux et potentiellement il est à 4 kg à la fin. Je dois pouvoir démontrer en tout cas de l'amélioration des performances techniques, de l'amélioration des fonctionnalités. Heu, imaginons un logiciel, il peut y avoir des bribes de logiciels, des modules qui existent séparément un petit peu partout. Un nouveau logiciel beaucoup plus performant intègre tout un pan de fonctionnalités, potentiellement similaires à ce que peuvent avoir certains des concurrents. Mais derrière, il va y avoir toutes les interconnexions entre les différentes briques qui permettent finalement d'aller plus loin, heu, et d'apporter des fonctionnalités nouvelles. Voilà. Éco-conception, pareil, il faut pouvoir le démontrer, ça passe par une analyse de cycle de vie. Ergonomie, ça veut dire qu'on s'est fait assister par un ergonome et on a pu montrer qu'on est passé à différentes itérations de développement d'un produit qui était pas aussi ergonomique que la version finale. Voilà. D'accord. Crédit d'impôt innovation, contrairement au crédit impôt recherche, est plafonné, 400 000 € de dépenses. Les 2 sont aidés à hauteur de 30. Donc, ça fait un volume max par an de crédit impôt innovation de 120 000 €. Quand on parle de crédit impôt recherche, il y a un plafond de verre qui est au-delà de 100 millions de dépenses. Je pense que c'est pas la peine, beaucoup, d'aller sur le sujet. C'est pas qu'on a plus de crédit d'impôt après, c'est qu'on en a un petit peu moins. Parce on passe de 30 à 5, mais encore faut-il déjà atteindre 100 millions, parce que ça fait quand même un beau chèque. Hem, Petite subtilité aussi pour les gens qui s'intéressent au crédit impôt recherche, les personnes valorisables sont des chercheurs et des techniciens de recherche. Donc quand on parle de crédit impôt recherche, il y a une exigence de niveau de formation de la part, des personnes qui réalisent les opérations de recherche. D'accord. Là où quand on parle de crédit impôt innovation, il n'y a pas cette exigence-là, donc les postes et les profils qui peuvent être valorisés sont plus larges que lorsqu'on parle de crédit impôt recherche, OK. qui lui est plus restrictif. Je vais vous répondre sur la question du contrôle. Évidemment, puisque c'est quelque chose de déclaratif et que c'est quelque chose, fiscal, l'administration fiscale a parfaitement, la possibilité de réaliser des opérations de contrôle, en demandant aux personnes de justifier des montants de crédit d'impôt. Au même titre que, voilà, vous aujourd'hui, si vous faites une rénovation énergétique de votre maison, vous pouvez avoir des réductions d'impôts. La justification est assez simple, hein, c'est vous avez des factures, d'artisans, ils doivent être, agréés ou certifiés RGE, me semble-t-il. En tout cas, voilà, ce n'est pas vous qui déterminez le montant de crédit d'impôt et le montant de la dépense, qui est la vôtre dans ce cadre-là, puisque c'est votre artisan qui vous envoie une facture et qui, dans la plupart des cas, vous dit, vous oublierez pas de remplir, sur, votre formulaire de déclaration des impôts la case, je ne l'ai pas en tête, mais en tout cas en indiquant le montant, que je vous donne. Quand on parle de crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, c'est l'entreprise qui fait sa propre R&D. Heu, Elle seule est en mesure de déterminer les montants associés, Mmh. puisqu'elle connaît le montant des collaborateurs qu'elle va mobiliser, elle connaît le montant des prestations qu'elle aura sollicitées, elle connaît le montant, des dépenses de brevets, qu'elle a réalisées au cours de l'année et cetera et cetera. Donc en fait, si vous voulez, vous avez différents types de dépenses qui sont éligibles au dispositif et c'est l'entreprise qui connaît elle-même ses propres dépenses. Donc l'administration fiscale, ben, peut demander de justifier les différents postes de dépenses. Ça passe par des factures, ça passe par des fiches de paie, ça passe, par des, états récapitulatifs de paie et cetera et cetera. Donc ça, c'est pour vérifier toute la partie comptable.
de la déclaration. Mais bien sûr, l'administration peut s'intéresser à l'éligibilité des travaux. À savoir, est-ce que l'opération que vous me décrivez comme étant de la recherche et développement constitue bien une opération de recherche et développement? J'en reviens à la notion de: y a-t-il des verrous scientifiques? Avez-vous dressé un état de l'art? Et finalement, quelle est la démarche expérimentale scientifique que vous avez mise en œuvre? Et finalement, quelles sont les connaissances nouvelles que vous avez créées? En cas de contrôle, il faut pouvoir dresser un dossier justificatif qui se veut technique. Là, c'est la partie que je viens de vous expliquer, mais qui se veut aussi comptable, bien évidemment, puisque si on parle aux inspecteurs du fisc, ils sont aussi très intéressés à bien comprendre pourquoi on a déclaré 125 324 € et pas 125 326. Voilà, c'est si vous en tout cas, ce sont les 2 grandes familles, d'un côté les subventions, de l'autre côté le crédit d'impôt, qui permettent à une entreprise, de financer ses travaux de recherche et de développement. Après, quand on parle de recherche et développement, si on est une entreprise jeune, donc qui a moins de 8 ans, on peut bénéficier, heu, pour peu qu'on réalise un certain volume de travaux de recherche de au regard des charges totales de l'entreprise, du statut jeune entreprise innovante. Petite subtilité, quand on parle de jeune entreprise innovante, on ne parle pas d'innovation, mais on parle de recherche et développement. Voilà, c'est une petite subtilité. Je vous ai parlé de crédit impôt innovation. Donc, quand on parle de jeune entreprise innovante, attention, on ne va pas parler de crédit impôt innovation, on va plutôt parler de crédit impôt recherche. Pour le coup, Alors, pour crédit impôt innovation, c'est pas la même chose que crédit impôt recherche. non, Et crédit impôt innovation, c'est la même chose que jeune entreprise innovante. non plus. Ah, voilà, donc Vous avez j'aimerais vous bien avoir le. Je suis alors désolé de vous vous réclamer une avez petite schématique, mais vous avez 2 crédits d'impôt. Voilà. Après, il y en a quelques-uns à côté, qu'on pourra évoquer aussi, mais qui sont assez marginaux. Il y a le crédit impôt recherche, d'un côté. J'ai des opérations de recherche et développement, recherche fondamentale, recherche appliquée, développement expérimental, verrou scientifique, état de l'art, connaissances nouvelles, d'accord? Crédit impôt recherche. De l'autre, vous avez crédit impôt innovation, réservé aux PME, mise sur, enfin, en tout cas, développement d'un nouveau produit qui se démarque de la concurrence sous l'angle des performances techniques, des fonctionnalités, de l'éco-conception, de l'ergonomie. 2 choses bien distinctes. Et au milieu de tout ça, vous avez des statuts dont auxquels peuvent prétendre une entreprise, notamment le statut jeune entreprise innovante. Ça octroie des réductions fiscales, ça octroie également des réductions de charges au niveau de l'URSSAF. Tout intérêt à voilà, et des exonérations, qui sont cumulables avec les deux, l'un des deux crédits impôts. en tout cas avec le crédit impôt recherche. D'accord. Puisque pour prétendre au statut jeune entreprise innovante, contrairement à ce que son nom indique, il ne faut pas faire de l'innovation, mais il faut faire de la recherche. Voilà, c'est un petit peu compliqué parfois, ma foi, le vocable, Est-ce est-ce que quand on fait l'un, est-ce que quand on demande l'un, on est nécessairement l'autre? Je demande ça parce qu'en fait, sur notre formulaire, on a finalement mis 2 cases à cocher, crédit impôt recherche et jeune entreprise innovante, justement pour avoir cette information au moment de l'adhésion. Donc, je connaissais un peu le système crédit impôt recherche, mais pas les deux autres. Et donc, du coup, jeune entreprise innovante, ça n'a de sens que si la société fait de la recherche, donc qu'elle a potentiellement demandé un crédit impôt recherche. bah, d'une façon générale, oui, parce que, comme je vous le disais, pour être jeune entreprise innovante, au-delà, de devoir, être détenu, par des personnes physiques ou par d'autres, en tout cas, il ne faut pas être détenu par un groupe, enfin, pour le faire un peu vite. On on va pas balayer toutes les règles de détention capitalistique, parce que sinon ça va être long. Il faut être, une jeune entreprise, donc moins de 8 ans, et il faut, exercice après exercice, être en capacité de montrer qu'on
dépensent au moins 15 des charges pour faire de la recherche et développement. Au sens comme des dépenses du crédit impôt recherche. OK. Ce sont les mêmes dépenses, quasi les mêmes dépenses, parce que c'est pas strictement les mêmes. Typiquement, la veille technologique dans le crédit impôt recherche, oui, dans le statut GEI, non. Mais en tout cas, ce sont quasiment les mêmes dépenses, qui interviennent pour justifier du statut GEI que pour la demande de crédit impôt recherche. Donc d'une façon générale, dans 99 des cas, les entreprises qui bénéficient du statut GEI demandent du crédit impôt recherche. Mmh. Ce serait dommage pour elles de ne pas le faire puisque de toute façon, voilà, d'un côté, il y a des réductions de charges, parce que et éventuellement, des réductions fiscales, mais en tout cas avec le crédit impôt recherche, bien souvent, les entreprises, alors quand on est une GEI, on est une PME, souvent on est plutôt une start-up en développement, donc l'IS, est plutôt à zéro ou presque. Le crédit d'impôt vient s'imputer sur l'IS et puis après il y a un remboursement de la différence, de la part de l'État. OK. Parce que ce crédit d'impôt, tout à l'heure on parlait de subventions, hein, donc les subventions, bah, on vous verse une subvention. Une subvention, ça vient quand même, augmenter, finalement, heu, votre compte de résultat. Techniquement, on paye des impôts sur une subvention, pour le faire un petit peu vite, d'un point de vue comptable, Mmh. parce que c'est considéré comme une charge, c'est considéré comme un produit, donc voilà. Le crédit d'impôt, c'est un petit peu différent, c'est, vous calculez votre impôt et en fonction de votre crédit d'impôt, bah, en tout cas, vous imputez votre crédit d'impôt sur le montant de l'impôt que vous auriez dû payer. Ça veut dire D'accord. que si vous deviez payer 100 de crédit d'impôt et que vous avez si vous deviez payer 100 d'impôts, pardon, et que vous avez 200 de crédit d'impôt, à ce moment-là, votre impôt tombe à 0 et il vous reste une créance auprès de l'État de 100. Si vous êtes une PME, vous avez ou une J ou une GEI, mais par définition, une GEI est une PME. Vous pouvez demander la restitution immédiate, alors je mets des guillemets parce que immédiate avec l'administration fiscale, pas forcément tous la même définition. En tout cas, vous pouvez demander le remboursement de cette créance de 100. Quand je dis immédiat et que je mets des guillemets, ça met en règle générale 6 mois. Là où certaines personnes pourraient se dire immédiat, ça veut dire que, je fais la demande et dans la semaine, j'ai un virement. C'est Mmh. pour repréciser un peu les choses. C'est pas si immédiat que ça. En tout cas, on dit immédiat, c'est parce que l'entreprise, elle constate cette créance, c'est une PME, elle demande le remboursement, d'accord? Là où une ETI, une entreprise qui n'est pas une PME, donc ETI, grand groupe, si elle ne peut pas imputer tout le crédit d'impôt sur son impôt sur les sociétés, à ce moment-là, elle constate au niveau de son bilan une créance auprès de l'État. Année N+1, elle essaye d'imputer l'ancienne créance. Année N+2, elle essaye de voilà et ça pendant 3 ans, et puis au bout de 3 ans, elle ne peut toujours pas imputer. Alors à ce moment-là, elle peut demander le remboursement. Ça en fait des règles. Oui, c'est pour ça que c'était un peu difficile de coucher tout sur le papier, dans le sens où, il y a énormément de règles et potentiellement, voilà, quand on n'est pas très nombreux, il y a des personnes qui vont dire: «Non, mais moi ça, non, ça, voilà, je suis pas du tout éligible», typiquement, je suis pas une PME, c'est pas la peine de me parler de crédit impôt innovation, par exemple. Ou alors c'est, voilà, moi je et on peut tout cumuler. Bah, oui, enfin cumuler, c'est compatible. Oui, oui, dans ce sens-là. Bonjour, pardon. Nous, on a les C'est 3 du coup. Mmh. voilà, On a le statut et les 2. Mmh. c'est quelque chose qui est compatible. Cumulable, j'aime pas bien le mot dans le sens où, hem, vous aurez pas de crédit d'impôt sur la partie exonérée au niveau grâce au Ah GEI, oui, d'accord. Ouais, voilà, oui, et oui, dans cetera. ce site, Donc ouais. cette Mmh. notion, voilà, quand on Ouais, parle de c'est cumul, le on peut dire, bah, je bénéficie d'un, puis l'autre, puis l'autre. ouais, c'est ça. Mmh. Je vais prendre un exemple, en jonglant entre, on va dire une aide
et avec le crédit d'impôt, admettons que le périmètre des dépenses éligibles soit le même, parce que sinon ça alors je vous rassure, c'est pas le cas, mais admettons que ça soit le cas, vous avez une dépense de 100, d'accord? Un pouvoir public quelconque, je sais pas, la région Bourgogne-Franche-Comté vous dit: «Bah, moi sur les 100, je vous mets 50». Quand vous allez calculer votre crédit d'impôt, vous allez dire: «Alors j'ai 100 de dépenses, mais j'ai 50 d'aides, donc mon assiette des dépenses éligibles, c'est 50 et c'est sur la base de ce 50 restant que vous allez calculer que vous allez obtenir du crédit d'impôt». Vous allez pas dire: «J'ai 100 de dépenses, donc j'ai 30 de crédit d'impôt». Non, vous allez dire: «J'ai 100 de dépenses, mais j'ai été aidé de 50, donc il me reste, entre guillemets, 50 à financer. Donc sur ces 50 à financer, j'obtiens 30. Donc à la fin, vous allez obtenir 15». Ce qui fait qu'au total, entre, l'aide que de la région que vous auriez pu avoir et le crédit d'impôt, bah, vous êtes à 65. Il reste plus que 35 à financer en autofinancement. Donc c'est pour ça que moi, voilà, j'aime pas trop parler de cumul, mais plutôt de compatibilité, pardon, entre les différents dispositifs. Oui, on peut bénéficier des 3 en fait, c'était dans ce sens-là que je le disais. Oui, bien sûr, bien L'un sûr. n'empêche pas l'autre, ouais. Non, non, Mmh. non, c'est, Bonjour, Catherine. Moi je au ouais, je au suis désolée, j'arrive à la bourre. j'ai envie de vous dire au contraire, Mmh. voilà, si on parle un petit peu comme les gamers, c'est ce que j'appellerais le triple combo. C'est quand on est une entreprise, une nouvelle entreprise, une start-up, de dire: «Bah, OK, très bien, de toute façon, je fais de la R&D. Je fais de la R&D, donc je bénéficie de crédit impôt recherche, mais puisque je fais un volume suffisant de crédit impôt recherche, je bénéficie également du statut JEI, mais en parallèle, de toute façon, je demande des aides publiques pour m'aider à faire mes projets». Donc d'un côté, subvention publique, en tout cas aide publique, en amont, crédit d'impôt en parallèle une fois qu'on a fait les projets et encore en parallèle, jeune entreprise innovante avec, bah, tout ce que ça implique, du point de vue, des exonérations. Un autre avantage heu, de cette stratégie, on parlait tout à l'heure avec vous, sûrement vous avez posé la question du contrôle, des opérations de contrôle de la part de l'administration fiscale. Il va de soi que si on a demandé un rescrit JEI à l'administration fiscale et que l'administration fiscale vous a répondu positivement, enfin favorablement à cette demande de rescrit, heu et que par ailleurs vous bénéficiez d'accord? Et ou que par ailleurs vous bénéficiez d'aides publiques, lesquelles mobilisent, généralement sur ces sujets-là, heu, des fonds en lien avec les régimes notifiés à la Commission européenne de recherche, développement, innovation. Ça apporte des indicateurs forts à votre inspecteur du fisc, visant à établir le fait que ce que vous faites est bien éligible au crédit impôt. Je vais le dire autrement, ça veut dire que votre dossier a déjà été audité par, des experts du domaine. Donc que, si un inspecteur des impôts ne sait pas juger de la validité du contenu technique de votre proposition, ce qui est souvent le cas, qu'est-ce qu'ils font les inspecteurs des impôts? Ils mobilisent des experts pour venir auditer le fond technique du projet. Là, en l'occurrence, si vous avez obtenu un rescrit JEI et ou des aides publiques, il y a déjà des experts qui sont penchés sur votre projet et qui l'ont validé. Donc voilà, pour vous le dire un petit peu vite, les inspecteurs des impôts, peuvent solliciter des expertises, mais celles-ci sont payantes. Donc à un moment, on va dire dans un souci de bonne gestion des deniers publics, une entreprise qui bénéficie du statut JEI et qui a été aidée, par des aides publiques à la R&D, en règle générale, il n'y a pas de demande d'expertise qui est faite sur son dossier et potentiellement, quelques questions ici et là, mais voilà, ça vient sécuriser en tout cas, la demande de crédit d'impôt. D'accord. Au-delà du fait d'apporter
3 solutions de financement compatibles ou cumulables, à l'entreprise, en plus le fait de jouer cette carte, excessivement positive. OK, je vois. Je ne sais pas si Ma vous aviez d'autres questions, d'autres sujets? Madame Mougin, vous pouvez nous faire un petit témoignage de ce que vous avez, potentiellement mis en œuvre avec 3 innovations peut-être? Ouais, on l'a fait l'année dernière. C'est pas très vieux. Donc en fait, donc nous, on avait l'idée de faire la JEI à la création de l'entreprise, donc il y a 7 ans maintenant. Sauf que j'avais jamais pris le temps et en tant que chercheur, bah, j'ai un de mes collègues chercheurs qui est justement expert, scientifique sur les dossiers de JEI. Qui me disait: «Non mais c'est bon, tu as validé ta thèse, tu peux tout à fait faire un dossier toute seule quoi, tu as pas besoin de te faire accompagner». J'ai essayé, hein, mais c'est trop compliqué pour moi. Je c'est pas que c'est compliqué, bah, en termes de protocole de recherche, c'est pas le problème, c'est les mettre les bons mots dans les bonnes cases, la partie financière, je la maîtrise pas du tout, même pas aujourd'hui et mon comptable était pas très, favorable à le faire lui parce que c'est pas du tout un expert. Donc en fait, on est passé par une boîte qui est spécialisée comme vous, en fait, hein, pour le faire parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement tardé à faire ce dossier-là que je suis passée à côté de crédit impôt recherche, crédit impôt innovation et c'est un de mes amis qui m'a dit: «Mais tout ce que tu fais, pourquoi tu fais pas de demande de crédit impôt recherche innovation?» Et pour moi, on n'y avait pas le droit. Bah, je j'avais jamais vraiment compris, comment on pouvait récupérer de l'argent de l'État, quoi. En gros, je comprenais pas l'idée, donc j'ai exposé un peu le projet qu'on faisait, donc moi, j'ai simplifié dans ma tête, hein. Alors, ça a rien d'officiel, mais dans ma tête, je me suis dit: «Il y a des projets de recherche que je fais où j'ai ma casquette chercheur sur, on va dire, le livrable, c'est vraiment du rendu papier, c'est de l'art, voilà, c'est du concept, c'est de l'écrit, quoi. C'est vraiment, je rends un document et puis il y a des projets, donc ça, c'est le crédit impôt recherche et il y a un donc par exemple, sur cette partie-là, on a un doctorant avec nous et on fait une thèse. Du coup, on rédige une thèse, donc c'est, toute une méthodologie de conception qu'on va faire sur de la Mmh. formation et sur la partie crédit impôt innovation, moi, je l'ai simplifié en disant: «Bah, là, il y a un produit final, hein». Donc une plateforme web ou un vélo ou n'importe quoi, mais il y a un produit entre guillemets, ouais, pas palpable parce que sur le web, c'est pas palpable, mais c'est vraiment un produit final qu'on peut commercialiser. Donc du coup, tous ces projets où on a fait justement du développement interne, parce qu'au départ, c'était parti sur du développement d'outils internes qu'on est en train de commercialiser. On est en train de mettre un peu un catalogue de tout ce qu'on a développé et bah, ça, je suis partie sur le crédit impôt innovation. Et quand j'ai travaillé, alors ma thèse, c'était trop tard pour faire du coup le dossier de GEI parce qu'elle était bah, elle était finie. Donc en fait, c'est ça aussi qui est compliqué dans la GEI. Moi, j'ai trouvé, hein, en tant que chercheur, c'est que d'un côté, il fallait pas que ça soit fini et d'un côté, il fallait que ça ait fallait pas que ça ait vraiment commencé, quoi. Enfin, c'est en entre 2. Donc du coup, moi, j'ai profité du gros projet Definum, l'appel à projet Definum d'il y a 3 ans maintenant pour, travailler sur la partie recherche avec des labos, bah, le labo de l'université de Franche-Comté, hein, juste à côté, prendre un doctorant et je suis partie sur ce projet-là pour le dossier de JEI. Et du coup là-dessus, il y a les 2, il y a vraiment de la recherche pure et de la recherche développement parce que je dirais, dans le cadre du labo de recherche, on veut faire de la recherche appliquée, donc avoir un applicatif derrière quoi, en fait. Donc là, on a les 2. Mais moi, je trouve que c'est très bah, ouais, je trouve que c'est très compliqué et si on se fait pas aider, c'est à mon avis, je suis pas sûre qu'on y arrive tout seul quoi, à monter des dossiers. Moi, j'ai, vraiment l'humilité de dire: «Bah, j'ai beau avoir fait une thèse, de là à faire un dossier de CIR, de CI, de JEI, c'est une autre histoire». C'est Ouais, je trouve qu'il y a un vocable à avoir, faut comprendre les logiques, qui sont pas simples. La preuve, hein, là, vous en parlez, c'est quand même pas très clair tout ça, parce que le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation, bah, finalement, c'est quoi la recherche, c'est quoi l'innovation dans tout ça? C'est pas trop, ouais, toutes les PME sont pas forcément à l'aise par rapport à tout ça. Donc voilà, nous on a fait ça ouais, l'année dernière, je crois de mémoire. 2023, 2022-2023 et en fait, comme vous le disiez, moi quand je Mmh. me suis rendu compte que j'avais droit à tout ça, bah, la boîte m'a dit: On va revenir en arrière» et on a commencé à déclarer le crédit impôt innovation sur 2019. Donc j'ai eu 2019, 2020, 2021 d'un coup. Voilà, j'ai pu bénéficier de ça. Donc ça, c'était chouette parce qu'en fait, moi je pensais avoir tout perdu, hein, bah, de ne pas avoir profité voilà, mais bon, en fait, non, on peut quand même revenir en arrière et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Voilà, si c'était ça, Michel, Oui, oui.
Oui, bah, c'est Mmh. parfait, c'est super témoignage. Mmh. Hem, du coup, j'ai une question subsidiaire sur les clusters. Typiquement, nous, le cluster, on peut potentiellement être amené à faire des projets d'innovation, Mmh. en propre, et du coup, est-ce qu'on peut prétendre à une quelconque aide, de ce type-là aussi? Ou est-ce que c'est réservé aux entreprises? Sachant qu'on est Réserve on est de statut de loi 1901, hein. Ouais, alors, bah, Je typique les associations peuvent être soumises à l'impôt sur les sociétés. C'est le cas? Donc à partir du moment où vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés et que vous réalisez des opérations dites de recherche et développement et ou d'innovation, vous avez le droit. OK. Au même titre que On est sur un potentiellement projet de gamification, d'un parcours, de formation. Donc, ça pourrait rentrer, dedans? Au moins pour les heures consacrées? il faut se poser la question de, où se situe l'innovation, en quoi on améliore les performances ou les fonctionnalités, du produit en question. Là, je peux OK. pas Bah, que sur les performances du produit, non, mais sur l'innovation, oui, puisque ça n'existe pas aujourd'hui. Ce Et type du de coup, c'est produit du crédit desti impôt innovation, c'est pas je du crédit pense, impôt oui. ce serait recherche. plutôt du Ah bah crédit non, oui, impôt clairement. innovation, mais Mmh. voilà, il faut regarder plus en profondeur, le projet que OK. que voilà, en une phrase, on peut pas résumer, Bah, disons que le premier niveau, c'est-à-dire soumis à l'impôt sur les sociétés et faire de l'innovation, ça c'est OK, on va dire c'est franchi. Maintenant, il faut regarder dans le détail, Mmh. comment ça se déroule ça. c'est ça. Puis après, il faut aussi regarder, quelles sont les dépenses que vous avez en interne. Mmh. Alors je sais pas si vous avez des salariés, Oui, nous sommes 3 voilà, salariés. donc vous avez des dépenses de personnel déjà. Potentiellement derrière, vous allez avoir des dépenses de sous-traitance peut-être ou pas. Peut-être. Si vous devez avoir des dépenses de sous-traitance, il faut se poser la question de savoir avec qui vous allez travailler, parce que pour pouvoir être considéré, les dépenses de sous-traitance doivent être réalisées auprès d'organismes qui sont agréés au titre du crédit d'impôt innovation, quand on fait de l'innovation, ou du crédit impôt recherche quand on fait de la recherche. D'accord. Si vous travaillez avec un organisme qui n'est pas agréé, alors à ce moment-là, vous aurez la dépense, mais vous ne pourrez pas la considérer dans le calcul de votre crédit d'impôt. À moins de tout faire en interne du coup. Ou alors tout faire en interne, mais parfois on peut pas tout faire en interne. Parce que si on n'a pas les Mmh. compétences, ça peut arriver. Oui, OK. Ouais, je connais des boîtes qui ont des accréditations. Alors ça, je j'ai pas trop compris le truc. C'est un de mes collègues, lui, il a une accréditation pour justement pouvoir faire bénéficier à ses clients de crédit impôt recherche, je crois. C'est ça, hein, 40 ou 30 de son produit peut être remboursé dans le cadre du crédit impôt recherche pour les boîtes. Alors il fait appel à des grands groupes, alors il vend auprès de grands groupes, lui, mais il a une espèce d'accréditation du ministère, d'enseignement supérieur et de la recherche. C'est le bon terme, c'est un agrément. C'est ça? D'accord. Ce qui revient à peu près au même qu'une accréditation, mais en tout cas, voilà, il a un agrément au titre du crédit impôt recherche. On peut en Mmh. avoir en tant que société, on peut en avoir en tant qu'expert aussi, expert individuel, Mmh. hem, Et dans des comment ça se prestations reconnaît ça? d'expertise. Sur le site, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a une liste officielle, qui, est pas forcément toujours très à jour, mais globalement avec un on va dire, avec un délai de latence de 2 3 mois, c'est à jour. D'accord. Donc voilà, avec le sirène de l'entreprise, vous pouvez trouver, si elle est dans le listing, alors et quelles sont les années qui sont couvertes par son agrément, parce que, l'agrément n'est pas octroyé, à vitam aeternam, même au CNRS, ce qui est assez surprenant. C'est l'agrément le plus long que j'ai vu, il couvre 10 ans, mais ils ont quand même mis une date de fin. Hem et voilà et vous pouvez, voir, si l'entreprise est agréée au titre du crédit impôt recherche, du crédit impôt innovation, les 2 potentiellement et les durées de validité de l'agrément. Je ne sais pas si le doctorant avec lequel vous travaillez, enfin comment vous l'avez déployé, si c'est une thèse CIFRE?
Oui, c'est une test-cifre, c'est le temps de case. Alors, j'attends la réponse de la NRT qui va arriver cette semaine si tout va bien. Donc, j'attends, Ok, là, je regarde mes mails. oui, donc du coup, vous avez encore beaucoup le temps. Mm. Mais ayez en tête, c'est que, admettons qu'à l'issue de la thèse, vous décidiez d'embaucher ce collaborateur, bénéficiera alors du statut jeune docteur au sens de l'administration fiscale. Oui, Et le statut jeune docteur est excessivement favorable, puisqu'il génère plus de crédit d'impôt que le coût du personnel en question pendant les 24 premiers mois de ouais, son ça premier c'est bien. CDI. Eh ben, merci pour l'info. J'espère qu'on va le garder maintenant. Faut qu'il supporte de vivre à Montbéliard. Je rigole. Mais, Euh, Pardon, mais Montbéliard, c'est une très belle région. oui, 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 mais c'est vrai que bon, Ouais. je préférais être ailleurs, mais ça c'est la vie, voilà. Mais Non, je dis ça parce que, comme je disais tout à l'heure, moi je viens de Montbéliard. Donc, ah ben voilà, mais je suis rencontrer tout le parti. monde. Alors, je suis peut-être pas un très bon exemple. Après, nous, dans le retour d'expérience, moi, pour le dossier de JEI, alors je ne sais pas le dossier JEI, c'est pour le dossier. Alors, du coup, comme j'ai demandé 3 années d'un coup, une inspectrice m'a appelé justement, m'a posé des questions, en fait. Et c'est ça qui a libéré l'argent, hein, c'est qu'ils font plus. Alors, moi, mon comptable m'a expliqué, ils font plus des contrôles a posteriori, on va dire. Avant, ils donnaient tout de suite, et puis X temps après, ils venaient, ils contrôlaient d'un coup, puis au pire, ils récupéraient. Là, apparemment, de ce que j'ai compris, ils ont changé le fusil d'épaule. Ils questionnent avant, ils font entre guillemets un contrôle. Alors, c'était téléphonique, hein, mais je l'ai eu quand même pendant une demi-heure, une heure, peut-être au téléphone. Ouais, ouais, peut-être pas loin d'une heure au téléphone. Elle m'a posé des questions très, très précises par rapport au dossier. Elle m'a demandé des pièces complémentaires au niveau des heures. Et à partir de là, elle m'a dit, OK, bah, je valide. Voilà, c'était son truc. Voilà. Et du coup, là, j'ai reçu l'argent. Elle m'a dit, bon, au bout d'un moment, on peut être contrôlé quand même, hein. Je veux dire, ça change rien. Mais là, maintenant, les dossiers, ils sont quand même un peu filtrés dès le départ, quoi. J'ai trouvé ça bien. J'ai dit, bah voilà, au moins. Et puis ça, elle m'a donné et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très cool de sa part. Elle m'a donné des aides sur la façon dont j'allais rédiger l'année prochaine, rentrer mes heures. Voilà, elle m'a donné quelques astuces, en fait, pour que ça soit plus facile pour eux après de valider les dossiers. Bah, en fait, ce que vous avez vécu, c'est rare. Ah bon? Ah, C'est très rare que l'inspecteur des impôts décroche son téléphone et puis échange avec vous. Ce qu'ils font en règle générale, c'est que, alors, ce ne sont pas des règles générales. Il ne faut pas oublier que bah, ils traitent un certain volume de portefeuille client, si je puis appeler ça un portefeuille client, et en fonction de leur disponibilité, du temps qu'ils ont alloué, bah, ils vérifient ou non, d'a- euh, d'abord. Euh, Typiquement, une entreprise qui aurait demandé un rescrit GEI, quand vous déposez votre case fiscale avec la 2069 qui est le formulaire de demande de crédit d'impôt, vous cochez JEI. mm, Souvent, les entreprises qui ont coché JEI, qui bénéficient du statut GI, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des choses qui ont déjà été validées. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à mobiliser du temps et donc de l'argent de la part de l'administration fiscale pour revenir dessus, pour vous reposer les questions auxquelles vous avez déjà répondu préalablement. mm. Ça, c'est le premier point. Second point, j'ai envie de vous dire, ça dépend un peu de l'entreprise. Si vous êtes une entreprise et que ça fait, bah, admettons, ça fait 5 ans que vous demandez tous les ans à peu près les mêmes montants et ils vous ont déjà contrôlé ou ils vous ont déjà demandé des informations, potentiellement, au bout d'un moment, c'est rentré dans les mœurs. On vous versera potentiellement l'argent sans rien vous demander. Ou alors, vous pouvez tomber sur un inspecteur des impôts qui, à chaque fois qu'il voit une demande comme ça, fait une demande. Alors, les demandes, comme vous les avez vécues, nous on appelle ça des demandes d'information complémentaires. On vous demande quelques éléments justificatifs, soit en vous envoyant un courrier, soit en vous envoyant un mail, soit, bah, là pour le coup, visiblement en vous appelant. Euh, donc très bien, vous répondez. Il y a une instruction qui se fait, qui passe ou non par des expertises, comme je parlais tout à l'heure. Et à la fin de cette instruction, souvent on constate un virement sur son compte bancaire du trésor public local.
Oui, j'ai beaucoup, beaucoup de clients avec lesquels je travaille qui me disent: «Ah bah, j'ai eu un virement». Je dis: «Beh, c'est exactement le montant que vous attendiez en crédit d'impôt». «Ah OK, c'est le crédit d'impôt», parce qu'ils n'ont pas de mail leur disant: «C'est bon, j'ai instruit, c'est OK». Mmh. Voilà. Mmh. C'est vrai. Ça n'exclut pas un jour d'avoir un contrôle fiscal. Donc, Ah quand bien on sûr, parle ouais. de contrôle fiscal, à ce moment-là, on parle de vérification de comptabilité, qui est un contrôle sur site et sur Mmh. pièce. Ah mais ça c'est moi je sais que j'en aurai un. Mon comptable, il m'a prévenu. Il m'a dit: «Là, tu mets toutes les alertes pour pour l'inspecteur», voilà, il C'est m'a dit: «C'est fort probable qu'un jour, bah, ton dossier il soit inspecté, mais bon, ça fait partie du jeu». Moi, je sais que mon comptable, il était pas enfin, à la base, ils sont quand même pas très à l'aise avec tout ça, quoi. Il m'a dit: «Ouais, tu es sûr que tu veux rentrer là-dedans?» parce que, bah, qui dit, demande CIRC2I, JEI, dit forcément potentiellement un petit contrôle à un moment donné. Mais, moi, je lui ai dit: «Oui, mmh. je suis sûre de mon coup». Donc après, il y avait une relation de confiance avec mon comptable parce qu'il m'a dit: «Il faut que vraiment ça soit clair pour toi, que c'est il y a pas de». Voilà, c'est hyper nickel au niveau de, ta gestion, de tes projets de recherche et puis on est parti là-dessus, ouais. Bon après moi ça m'embêtait de pas l'avoir en tant que chercheur, je me suis dit: «C'est un peu dommage de passer à côté, quoi». Donc C'est enfin voilà, pour être franc avec vous, vous cochez quand même, quelques cases qui vont bien d'un point de vue indicateur de R&D. Si vous êtes, enseignant-chercheur, ah oui, oui, ouais, ouais. Bah oui, c'est pour ça, c'est que qui j'en profitais pas. voilà, en règle générale, ça veut dire que vous savez un peu de quoi vous parlez, concernant la recherche dans votre domaine. Mmh, je crois. Je pense, J'espère en tout cas, ouais. voilà, Ouais, mmh, je pense que si je vous parle d'état de l'art, vous allez pas me sortir une liste des mmh. produits sur le marché, vous allez me sortir des Oui, publications scientifiques. oui, bah oui, oui. Ouais, mais Et c'est vous mmh, allez mettre en évidence des verrous scientifiques et des travaux expérimentaux à votre niveau pour lever ces verrous scientifiques-là. mmh, Donc oui, potentiellement un jour un contrôle ou pas d'ailleurs, hein, parce que, moi je vais être franc avec vous, si j'étais inspecteur des impôts, que j'ai échangé avec vous, que vous m'ayez envoyé votre CV, où je vois que vous êtes enseignant-chercheur qui a monté sa boîte, je me dirais: «Je peux pas dépenser du temps et de l'énergie à aller contrôler cette entreprise parce que, bah, j'ai un chercheur en face, un vrai chercheur». mmh. Oui, J'irais peut-être plutôt voir une PME, où je me demande ce qu'elle fait et je comprends pas trop ce qu'elle fait. ouais, c'est sûr, oui, c'est sûr. Mmh, Et c'est mmh, je j'entends beaucoup de gens me dire: «Ah bah, c'est sûr, on aura un contrôle». Alors, en moyenne, les mmh. entreprises sont contrôlées tous les 6 ans. Moi, j'ai des clients qui demandent du crédit d'impôt recherche depuis des années, des années, des années et qui n'ont jamais été contrôlés. Et Ouais. inversement, j'ai Mmh. travaillé avec des clients à qui on demandait des comptes tous les ans. Mmh. C'est voilà, il Oui, y a après tout vraiment dépend des sommes. Moi, je demande pas des voilà, sommes de fou, ouais. C'est vrai que la c'est somme, exactement elle est ça. quand même pas ouais, c'est pas Et il y a un moment, si jamais, vous êtes une entreprise de 10 personnes et puis vous demandez 500 000 €, ça soit un peu plus que, si vous êtes 30 et puis vous demandez 25 000 quoi. Voilà. Mmh. mmh, Si si vous avez 200 000 € d'IS et puis que vous imputez 20 000 € de crédit d'impôt, il reste 180 dans la poche de l'État, donc c'est assez ouais, indolore. Si vous ramenez votre IS à 0 puis que vous leur demandez de sortir le carnet de chèques, peut-être des gens qui disent: «Bah, attendez, puisque je dois faire un chèque et puis initier un virement, initier un paiement», plus de chances qu'ils vous demandent pourquoi. mmh, En tout cas, au moins les premières fois. Après, par rapport à votre cœur de métier, sur de la formation, c'est pas forcément évident des fois de comprendre l'innovation produit dans la formation, parce mmh, que c'est quelque c'est chose clair. d'assez difficilement palpable. On parlait tout à l'heure d'un nouveau vélo. Bon, bah, ouais, il Ouais, faut faire un ouais, nouveau c'est vélo innovant, bon, voilà. C'est ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la grande majorité des opérations de contrôle sont réalisées par les gens des directions générales des finances publiques. Donc c'est, des gens, bah, qui sont à Belfort, mmh, qui vous voilà. Donc ce sont des professionnels, d'accord, qui ont bénéficié en règle générale d'une formation plutôt comptable et fiscale. Ce ne sont pas des chercheurs, ce ne sont pas des scientifiques, ce ne sont pas des techniciens. Donc, une fois, ils vont aller contrôler, une entreprise qui fait de l'injection plastique pour Stellantis maintenant, voilà. Le lendemain, ils vont aller contrôler une boucherie. Le surlendemain, ils vont aller contrôler, votre boîte qui fait de la formation. Le surlendemain, ils vont aller contrôler
voilà, je pense que vous avez compris où je veux en venir, c'est que scientifiquement, ils n'ont pas le vernis adéquat pour juger de tous les projets. D'où l'intérêt d'être assez pédagogue dans la façon de rédiger le dossier de justification, de bien mettre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'utiliser le bon vocable au bon moment, parce que si vous parlez d'innovation dans un projet de recherche, ils vont dire c'est pas de la recherche, c'est de l'innovation. Et vous me demandez du crédit impôt recherche, donc du coup je suis pas d'accord. Voilà. C'est simplement potentiellement des fois une question de vocable. Mais en tout cas, voilà, c'est pas nécessaire. Enfin, en tout cas, c'est rarement des personnes qui sont aguerries sur les sujets qui sont les vôtres. Là où je prenais l'exemple de Stellantis tout à l'heure, c'était volontaire. Les grandes entreprises et les entreprises internationales elles, ne sont pas contrôlées par l'inspecteur des impôts de Belfort ou de Besançon, ou de Dijon même. Ils sont contrôlés par des brigades spécialisées à Paris, qu'on appelle la DVNI. Les inspecteurs de la DVNI, eux, ont des formations d'ingénieurs techniques. Et dans le domaine du transport, ils ont une division transport et c'est toujours les 4-5 mêmes inspecteurs qui interviennent sur des entreprises. Voilà, ils vont peut-être faire Stellantis, Faurecia, etc., etc. Vous voyez un peu l'idée. Donc, ils interviennent toujours sur des entreprises du même domaine. Ils ont une formation d'ingénieur technique à la base, donc quand on leur parle de sujets techniques du domaine, beaucoup plus simple pour eux d'appréhender les sujets. Là où je disais tout à l'heure, c'est qu'un inspecteur, quand je dis lambda, c'est pas forcément très très gentil, mais il faut pas le prendre de façon péjorative. Un inspecteur lambda, ouais, un jour un boucher, le lendemain un coiffeur, une boîte qui fait de l'injection plastique, enfin ce que vous voulez en fait. Un petit commerce, etc., etc., etc. Donc il peut pas se spécialiser sur les verrous scientifiques et techniques d'un domaine donné, impossible. D'où le fait souvent d'initier des expertises auprès, comme vous le disiez tout à l'heure, un de vos collègues qui visiblement est expert pour le compte du MESRI et qui expertise des dossiers qui lui sont transmis par le MESRI via la DRARI, anciennement DRIT. Voilà. C'est plus la DRIT, c'est plus la DRET ou DRIT. Non. Alors maintenant, ça s'appelle la DRARI. Je confonds. Avant, c'était la D2RT. Ah. La D2RT, c'était la Direction régionale à la recherche et à la technologie. Donc, c'était, on va dire, des services décentralisés du MESRI en région. Et maintenant, ça s'appelle la DRARI. Délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation. Ok. Et en fait, ce sont c'est le service décentralisé du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en région, pour faire un peu vite. Et du coup, l'administration fiscale sollicite la DRARI en disant j'ai besoin d'une expertise et chargé de mission de la DRARI de trouver l'expert qui va bien dans le domaine voulu. Et par expérience, je vous garantis que c'est pas toujours simple. Vous pouvez travailler des fois avec certaines entreprises qui font des choses un petit peu tarabiscotées, des experts qui se voudraient indépendants et sans lien avec cette entreprise, il n'y en a pas nécessairement des mines et des cents. Ça m'est arrivé une fois avec des gens qui établissent les règles de dimensionnement on va dire, d'infrastructures complexes. Quand je parle d'infrastructures complexes, c'est du viaduc de Millau, c'est de l'EPR de Flamanville, hein, c'est pas voilà. Et qui se posent des questions sur de la liquéfaction des sols au site d'enfouissement de Bure. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Des experts scientifiques dans ce domaine-là, en France, il n'y en a pas beaucoup. À part l'INRS, là, sur la sûreté nucléaire, il n'y en a pas beaucoup. Et pour le coup, c'est un ancien, de cet institut qui avait monté sa boîte. Donc voilà, se retrouver avec un expert, à un moment, on dit écoutez, on se connaît. La réponse a été de dire oui, mais on a déjà mis 3 mois à trouver quelqu'un. Donc on va faire avec. Si toutefois j'ai des questions a posteriori, parce que ça arrive,
je vous les renvoie, Madame Chikaoui et Monsieur Bourlier, tout simplement parce que je ne serai pas en mesure, je pense, d'adresser l'ensemble des questions. Et merci encore. Merci à vous. Surtout n'hésitez pas, les uns comme les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Julien ou moi. C'est quand même Julien l'expert. Et on vous répondra vraiment avec plaisir. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup. accepté. Et je vous recontacterai peut-être, Madame Chikaoui, si on se recroise à France Cluster. Super, avec plaisir. Très bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, Au revoir. bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.